La journée de la transition, symboliquement, ça représente... l'objectif, c'est d'exposer un petit peu ce qui se fait, donc pour que les personnes puissent être au courant des initiatives et de tout ce qui peut se faire autour de chez eux. Et puis pourquoi pas se sentir concerné et donc faire le pas pour aller pour aller vers cette transition. Un autre mode de fonctionnement, un autre mode de consommation. Et ça représente peut-être un avenir plus serein et plus, plus dans une évolution positive qui peut créer de l'emploi. Communiquer sur ce qu'on fait pour montrer aux gens que tous, on peut faire plein de choses à notre échelle. On peut tous changer plein de choses à notre échelle. Et que pour moi, la transition, je ne le vois pas comme une contrainte ou comme quelque chose de malheureux parce qu'on ne va plus avoir de pétrole ou qu'on ne va plus avoir d'énergie fossile, mais au contraire comme une possibilité de faire, de renouer avec plus de solidarité, plus de faire ensemble, plus de joie aussi et plus de partage et plus de solidarité. Le fait d'être présent ici avec les vélos, ça permet de montrer à des personnes que c'est une formule de voyage qui est vraiment accessible à beaucoup de monde, y compris en famille, avec des jeunes enfants. Donc c'est au moins montrer que c'est possible pour que ça donne un déclic chez des personnes et que ça leur donne peut-être des idées pour démarrer quelque chose. Alors, la journée de la transition, ça nous semblait être plus qu'une logique, c'était naturel, ça coulait de source d'être là, puisque pour nous, une banque éthique, c'est vraiment participer de la transition citoyenne, c'est-à-dire que les gens puissent s'emparer d'un système bancaire, puisque pour l'instant on n'a pas trouvé autre chose, avoir en même temps une réflexion sur l'argent et sur le crédit et sur l'aide, aussi sur l'emprunt, parce que c'est aussi ça. L'emprunt, c'est pas un truc en l'air, c'est des intérêts, c'est pourquoi, comment, c'est aussi comment l'argent travaille, quelle est la valeur de l'argent, et puis réfléchir même à des choses qui semblent éloignées d'une banque, comme par exemple la monnaie locale. C'est une vraie... Ça paraît complètement utopique comme ça, mais la monnaie locale, ça peut aider un territoire à vivre et à continuer à vivre. Des commerçants, des structures, des sociétés, des gens qui ont des boîtes, qui font vivre des gens sur le local, par exemple. Et ça, c'est aussi par une banque éthique qu'on arrive à monter des projets. C'est une journée qui est faite pour montrer, je pense, si possible aux gens qui ne sont pas forcément sensibilisés au départ, tout ce qui peut exister comme alternative, aussi bien sur le plan énergétique point Enercoop, mais aussi financier et tous les domaines de la vie, on va dire, de tous les jours. Prouver qu'il y a d'autres solutions que ce qu'on nous parle forcément toujours dans les médias habituels ou même dans le discours politique. Et inciter les gens surtout à agir. Voilà. S'il y avait une chose à retenir, c'est ça, c'est devenir acteur. Chaque citoyen, n'importe quel moyen il a, il peut faire et donner sa part à une transition de notre société et de notre vie pour que nous arrêtons de détruire nous-mêmes et notre planète. Cette journée de la transition, ça reflète toutes les valeurs et toutes les spécificités de l'économie sociale et solidaire. On a des partenaires avec qui on travaille dans la finance solidaire. On a des partenaires comme la Biocoop qui est adhérent à notre collectif d'acteurs. On a des porteurs de projets qui font des témoignages et qui présentent justement des initiatives et eux leur transition. Et ça représente à la fois nous, le rôle d'accompagnement qu'on réalise pour accompagner ces porteurs de projets qui veulent rentrer dans ces logiques de transition, des partenaires qui s'impliquent pour les aider, et puis nous, notre rôle de coordination en tant que pôle pour pouvoir mettre de l'huile et faire que toutes ces initiatives puissent facilement développer. Donc je trouve que c'est un moment important qui existe maintenant sur le Pays de Lorient. On avait déjà participé à ça l'année dernière, et ça conforte le fait aussi qu'on ait des réseaux avec lesquels on coopère et qui sont présents aujourd'hui. Donc c'est important d'un moment de trouver aussi ces lieux pour pouvoir se rassembler. Pour moi, c'est important d'être à la journée des transitions citoyennes aujourd'hui à la Mester pour bien montrer que en local il se passe des choses, qu'il y a différentes entreprises, différentes personnes qui sont très actives pour justement promouvoir cette transition.
notamment avec l'association Approche l'Écohabitat, qui est une association bretonne de professionnels de l'éco-construction depuis plusieurs années. Enfin, c'est pas du tout un effet de mode. Des particuliers qui ont des projets ou qui simplement veulent s'investir pour la promotion de l'éco-construction, des associations, des collectivités locales, les maires, les adjoints. Et c'est par le réseau et la présence réelle sur plein de pôles en Bretagne qu'on peut montrer que c'est possible de construire autrement. Dans le cadre de la journée de la transition, on a souhaité exposer un petit peu ce qu'on faisait au sein de notre centre de formation en énergie renouvelable à Plumeur. Donc voilà, pour parler des solutions possibles pour produire sa propre énergie renouvelable. Et donc nous, à proprement parler, on est autour de la formation, donc autour de systèmes à fabriquer soi-même. Donc ce que vous pouvez voir derrière, par exemple, c'est un capteur solaire qu'on va fabriquer nous-mêmes pendant les formations. Et on aura auparavant appris à l'installer. Donc ça veut dire qu'une fois que le stagiaire rentre chez lui, il va pouvoir installer ses propres capteurs solaires lui-même. Ici on a un poêle bouilleur, donc c'est un poêle à bois qui classique, mais son objectif c'est de chauffer de l'eau, donc pour le chauffage central. L'objectif c'est de trouver des solutions qui nous permettent d'être complètement autonomes en énergie renouvelable pour un habitat. C'est-à-dire qu'avec du solaire et un poêle bouilleur, on va pouvoir complètement faire du chauffage et de l'eau chaude sanitaire toute l'année de manière complètement renouvelable et gratuite. Et donc voilà, donc ce poêle à bois en particulier, comme le capteur solaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, est fabriqué 100% par les stagiaires donc pendant les formations. Donc c'est un poêle à bois que j'ai conçu complètement de A à Z donc, et le processus d'assemblage, ce qui fait que pendant un stage, le stagiaire va tout assembler et à la fin du stage va pouvoir l'amener chez lui et l'installer lui-même, voilà, pour s'équiper de ses propres systèmes autonomes en énergie. Je représente l'association Optimisme. Optimisme étant une association faisant partie du réseau Cocagne. Donc le réseau Cocagne, c'est une association nationale qui a à peu près 110 à 120 jardins en France et qui a pour but principal l'accompagnement au retour à l'emploi. Donc c'est des gens qui viennent sur les champs travailler, qui sont encadrés par des maraîchers professionnels et qui à côté sont suivis par des chargés d'insertion sur un nouveau projet professionnel, que ce soit maraîchage ou un autre métier. Après nous, grâce à leur activité et grâce à leur travail, on propose des paniers de légumes bio à nos adhérents, donc des paniers de légumes bio familiales de tout type. Et la nouveauté, pourquoi on est là aujourd'hui, on vient présenter le service de livraison à domicile en vélo triporteur. Donc c'est un transport vert qui est équipé d'une assistance électrique. On a à peu près 45 km d'autonomie avec 3 batteries. Et on peut aller jusqu'à 180 kg de chargement. Donc l'idée principale, nous on a lancé ça au tout départ pour livrer les personnes à mobilité réduite. On a eu beaucoup d'appels de personnes qui voulaient avoir accès au panier et qui n'avaient pas la possibilité de se déplacer. Donc on s'est dit pourquoi pas lancer un service de livraison à domicile. L'association, c'est une association de randonnée en vélo qui s'appelle Cyclo Camping International, qui est une association dont le siège est à Paris puis qui rayonne sur la France. Et le principe, c'est de voyager en autonomie en vélo. Donc on a des sacoches qui nous permettent d'amener la toile de tente, le sac de couchage et le matériel qu'il faut pour voyager donc en autonomie avec le vélo. Alors que ce soit en France ou dans une région française ou en Europe ou dans d'autres parties du monde, chacun fait le voyage qu'il a envie de faire. À l'intérieur de notre association, on a aussi un réseau d'accueil, c'est-à-dire qu'il y a des familles qui acceptent de recevoir les cyclo-voyageurs et de les héberger, de proposer la douche et le couchage pour la nuit. Ça évite en cas d'intempéries, de fatigue un peu trop grande ou s'il n'y a pas de camping proche, de venir dans les familles et puis de discuter, de partager le plaisir du voyage à vélo.
Je présente un stand où il y a 3 choses différentes. Il y a à la fois un projet d'éco-village en centre-Bretagne, un domaine sur Silfiac qu'on essaye de racheter pour créer un lieu à la fois de permaculture où on voudrait faire du maraîchage d'insertion, du jardinage, mais aussi vivre à plusieurs et créer une coopérative de travail autour de l'accueil, de stages, de faire des stages autour de la santé, de l'éco-construction et puis d'être un lieu si possible intergénérationnel avec des enfants, des personnes âgées. Voilà. Donc on aimerait bien racheter ce domaine pour créer un lieu et vivre à 20 personnes là-bas. Il y a également une partie de mon stand où je présente des toilettes sèches que je fabrique, donc des toilettes sèches avec une dimension artistique aussi. Donc là, celles que je présente là, c'est des toilettes sèches qu'on peut mettre en intérieur dans un bâtiment, mais on peut aussi éventuellement, pour ceux qui le souhaitent, construire des bâtiments en extérieur pour mettre dans le jardin. Voilà, donc pour éviter de polluer l'eau et pour économiser de l'eau. Et puis je présente aussi des carters et des petits habitats artistiques. Donc ça, il y a à la fois des photos et puis une petite maquette de ce qu'on peut faire avec des matériaux différents. Soit on peut faire des petits habitats avec de l'argile et de la paille, donc en torchis. On peut aussi faire ces habitats-là avec du chanvre et de la chaux. Et donc c'est des petits habitats bulles qu'on peut construire à une quinzaine de personnes en une semaine, des petits habitats de 7-8 mètres carrés et qui ont un impact bonifiant sur la nature, voilà, dans lequel on peut se ressourcer et vivre de façon très écologique. C'est des petits habitats qui coûtent pas cher à la fois en matériaux et qui après se font plus de façon très conviviale avec plein de gens et où on n'utilise pas de machines et pas de pétrole pour les construire. En fait, on a juste besoin d'être nombreux et puis de bonne humeur pour les mettre en place. Voilà, et donc il y a plein de photos pour montrer toutes les possibilités qu'on peut faire avec ces matériaux-là. Et aussi, nous, ce qui nous anime beaucoup, c'est la dimension artistique de ces habitats, de créer des habitats qui soient aussi des sculptures vivantes et dans lesquelles on puisse vivre le plus proche des éléments et le plus proche possible de la nature, voilà, en ayant un mode de vie sobre qui va avec ces habitats, quoi. Je suis architecte d'intérieur en éco-construction. Je m'installe tout juste depuis avril. Je travaille pour des particuliers, des maisons individuelles, des professionnels, tout ce qui est agencement de magasins, de bureaux. Et puis aussi pour les collectivités locales, tout ce qui est projet de bibliothèque, tout projet qui nécessite la conception d'un aménagement intérieur. Mon activité, c'est de justement inciter, développer, rencontrer les acteurs de ces projets de construction et de les emmener vers l'éco-construction. Je suis inventeur indépendant et j'ai inventé une hydrolienne une conception tout à fait nouvelle puisqu'on a obtenu un brevet d'invention non contestable. Et donc je me permets de la présenter. Il y a une petite image ici. C'est assez succinct effectivement, mais il faut savoir que nous avons fait des essais dans un moulin et les résultats sont assez surprenants. Alors, ce qui nous conforte dans l'idée qu'il faut absolument persister et obtenir, faire en sorte que les gens s'intéressent à ce nouveau système de récupération d'énergie. Alors évidemment, on peut en mettre partout, de ce type d'hydrolienne, à savoir dans les rivières, avec du courant bien sûr, hein. S'il n'y a pas de courant, ça ne fonctionne pas, ça va de soi. Ensuite, on peut en mettre aussi en mer, sur nos côtes. Et surtout, on peut imaginer qu'entre Bordeaux et l'Estuaire, on peut en mettre, mettons, 50 ou 100. Alors, si on cumule toute l'électricité qu'on peut fabriquer avec ça, il est certain qu'on arrivera à avoir un potentiel intéressant. Voilà. C'est tout nouveau, c'est sorti il n'y a pas très longtemps. On espère que ça va intéresser les décideurs. Cellosol, c'est un pôle de développement de l'économie sociale et solidaire sur le pays de Lorient. C'est quoi un pôle de l'ESS ?
C'est un collectif d'acteurs de statut coopératif, associatif, SCOP, SIC, toutes les démarches coopératives qui se sont regroupées il y a de ça maintenant 3 ans sur le Pays de Lorient. Et nos actions principales, c'est d'accompagner les porteurs de projets, des créateurs en économie sociale et solidaire. Donc des manières un peu différentes d'entreprendre où le profit n'est pas la seule recherche, mais c'est bien de trouver des solutions pour répondre à des besoins à satisfaire sur le territoire. Et des réponses entrepreneuriales avec des modèles économiques basés à la fois sur du financement participatif, de la prestation et de l'offre de services, avec des modèles vraiment économiques hybrides, mais qui permettent de trouver des solutions socialement innovantes à des besoins du territoire du Pays de Lorient. Ça, c'est, on va dire, notre premier axe de nos missions. On a un deuxième axe qui est la formation et l'éducation à l'économie sociale et solidaire. On intervient dans des organismes de formation à l'université, puis aussi auprès des porteurs de projets, des créateurs d'activités, pour leur apprendre la méthodologie de la création d'entreprises et les spécificités de l'entrepreneuriat en économie sociale et solidaire. Ça, c'est notre deuxième grand axe qui va de l'éducation de très jeunes sur le territoire, dans les collèges, les lycées, l'université, les cursus de formation à la création d'activités, et puis aussi le grand public et les élus du territoire pour construire des politiques de développement ESS. Notre troisième axe, c'est tout ce qui est communication et mise en valeur des initiatives qui sont mises en œuvre sur le territoire du Pays de Lorient. On a de la chance qu'elles soient nombreuses. Donc, il y a plein d'initiatives qui naissent à partir de collectifs citoyens, d'associations, de coopératives qui se mettent en place. Et l'idée, c'est de les faire connaître pour que le grand public aussi puisse y accéder, éventuellement y contribuer dans une démarche justement de l'économie sociale et solidaire qui veut que tout le monde ait sa place au sein de ces organisations-là. Donc vraiment de la mise en valeur de ce qui existe. Et puis un dernier axe qui est plus notre rapport entre le collectif d'acteurs aux grandes politiques de développement du territoire, notre relation aux élus, aux grands programmes de développement pour que l'économie sociale et solidaire ait aussi sa place sur notre territoire, au même titre que d'autres politiques de développement de l'entreprise et de l'économie classique. Donc voilà, de contribuer notamment par l'intermédiaire du Conseil de développement et de la politique du Pays de Lorient à ce que l'économie sociale et solidaire puisse se développer et qu'on crée sur le Pays de Lorient ce que l'on appelle un écosystème, vraiment un territoire favorable à l'émergence de ces initiatives citoyennes et solidaires. La Nef, c'est une banque éthique qui a été créée en je ne sais pas combien, il faudrait que tu regardes, je sais pas, mais, et qui pour l'instant est hébergée en termes de technique et de guichet, etc., par une banque qui s'appelle le Crédit Coopératif. Depuis cet été, la Nef est devenue une banque indépendante. Mais ça a été une volonté des sociétaires en fait. D'accord ? Il y a une grosse assemblée générale nationale qui a décidé que la Nef va devenir une banque indépendante. Ce qui est un gros challenge parce que être une banque éthique indépendante dans un système bancaire tel qu'il existe aujourd'hui, ça nous semble être un vrai défi. Et on est nombreux à penser que ça vaut le coup. Parce que la principale éthique de cette banque, c'est que tu sais comment ton argent travaille. Contrairement à d'autres banques où soit tu fais des placements et tu les choisis, mais quand ton argent travaille, entre le moment où tu le poses sur le compte et le moment où tu l'utilises, il reste. Et tu ne sais pas toujours à quoi il est utilisé. Et c'est ça, moi, par exemple, personnellement, qui m'a vraiment intéressée dans la Nef. Voilà pourquoi j'ai rejoint la Nef. Et puis aussi, il y a une dimension aide au projet. C'est-à-dire que la Nef, par ailleurs, elle est en lien fort avec une structure qui s'appelle Terre de Liens, qui est une structure associative et qui aide à aider, à donner des crédits sur demande, avec un dossier et à des échanges, à des projets qui se montent. Ça peut être un agriculteur qui s'installe, ça peut être quelqu'un qui monte un lieu pour faire des ateliers de sensibilisation au développement durable, ça peut être une entreprise d'économie sociale et solidaire qui se monte, enfin voilà, c'est très, très varié. Et l'idée qu'on a à la Nef, c'est qu'au lieu de fonctionner sur un système très large, national, on commence à travailler départementalement et voir sur une notion de pays. C'est-à-dire qu'on est en train de monter des groupes. Là, il y a un groupe Pays de Lorient qui est en train de se monter pour la Nef, qui s'est monté, qui commence à exister et qui se fédère, qui fait des propositions nationales, mais aussi qui travaille sur son territoire, qui a envie de promotionner la Nef et Terre de Liens sur le territoire et qui a envie de regrouper des gens et à réfléchir à accompagner des projets aussi.
Enercop fait partie des fondateurs des journées de la transition et donc c'est assez logique qu'on participe aujourd'hui. Enercop c'est quoi? C'est en fait une coopérative d'activité qui fournit de l'énergie 100% renouvelable, qui a un fonctionnement donc coopératif, ça veut dire qu'on n'est pas dans le but de faire des bénéfices, c'est plutôt les peu de bénéfices qu'on peut faire, c'est pour les réinvestir dans de l'énergie verte, hein, toujours, hein, c'est un peu notre spécialité. On a un fonctionnement aussi démocratique que possible, c'est-à-dire que tout client peut devenir sociétaire. Et les sociétaires ensuite peuvent, s'ils souhaitent, participer aux AG et pourquoi pas monter, devenir administrateur, donc vraiment participer à la vie de la coopérative. Notre but aussi est de rapprocher autant que possible les sources d'énergie des citoyens. Pour l'instant, on n'est pas encore aussi loin qu'on voudrait arriver, mais pourquoi pas travailler sur l'autoconsommation ou des sources d'énergie le plus proche possible de l'utilisateur final, simplement. Alors les colibris, ils étaient créés par Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, c'est un éditeur, un agronome dans le sud-est de la France, qui s'est beaucoup investi pour créer l'agroécologie. C'est un mouvement qui est créé par Pierre Rabhi et qui essaye de promouvoir les idées de Pierre Rabhi, qui est philosophe et agriculteur. Nous, comme Colibri, nous essayons alors, comme j'ai déjà dit, de promouvoir ces idées et inventer des formes, comment vivre ensemble mieux qu'avant et comment vivre sobrement avec la nature au lieu de contre la nature. J'ai un parcours relativement classique au départ, des parents ouvriers, des années à l'université à apprendre le commerce international et puis en fait j'ai commencé je crois ma transition personnelle déjà à travers le voyage où j'ai découvert pas mal d'autres cultures, langues et un jour en retour de voyage avec mon ami on cherchait un moyen de se poser en Bretagne avec les moyens qui étaient les nôtres, avec notre sensibilité un peu écolo naissante et un jour un ami qui nous invite, qui venait de s'installer en agriculture à côté de Rennes, il nous invite chez lui et son chez lui c'était une petite yourte et il a ouvert la porte et Géraud mon ami lui est littéralement tombé amoureux de cet habitat, il a eu le coup de foudre, il n'a eu cesse d'en parler depuis cette rencontre et très vite en fait il a cherché les moyens de fabriquer notre yourte qui allait être notre cocon sur lequel qui nous permettrait de nous poser. Donc il a fabriqué sa yourte, notre yourte dans un atelier participatif. Et puis on a cherché un endroit où faire atterrir notre yourte près de Lorient. Il y a un paysan qui nous a accueillis il y a 7 ans maintenant. Et de là est née notre première expérience de vie en yourte qui était un petit peu rude les premiers temps parce qu'on débarquait un peu. Les néo-ruraux, les néo-ruraux sans trop d'expérience, dans un endroit qui était certes joli mais un peu rude et pas accessible, sans eau et sans électricité. Donc on s'est fait 2-3 années de vie dans cette yourte, dans un bout de champ. Et l'avantage malgré tout de cette yourte qu'on avait fabriquée de nos mains, au-delà d'être un habitat simple, joli, économique, c'est qu'il est aussi évolutif et modelable en fonction de nos compétences, de nos moyens et de nos aspirations, de la famille. Donc Abel, notre fils, est arrivé il y a 3 ans et demi. Donc on a fait évoluer notre yourte, on a changé l'endroit, pour arriver dans un endroit où on avait l'eau, l'électricité, pour augmenter un peu notre confort de vie. Donc dans une yourte plus petite,
mais qu'on a vite doublé puisque on a greffé à cette première yourte de vie une deuxième yourte. Donc notre dernière installation, nous avions 2 yourtes. Et là, on repart sur une nouvelle évolution, une nouvelle transition, puisqu'on est encore dans un nouveau et grand chantier, puisqu'on vient d'acheter un terrain à plusieurs avec un couple d'amis en fait. Donc on part sur une démarche collective auquel on aspirait depuis pas mal de temps, auquel on réfléchissait depuis pas mal de temps, parce qu'on avait envie de partager, de mutualiser des fonds financiers, mais aussi des compétences et du lien social. Donc là, on vient de trouver et d'acheter un terrain de 4 hectares sur lequel va se développer, on installe là nos habitats, donc en yourte pour l'autre couple d'amis, puis nous aussi, notre yourte qui va encore évoluer, qui ne sera plus 2 mais 3. On va créer une triptyque de yourte et sur ce lieu aussi une dynamique collective avec un atelier bois partagé pour les garçons, puisque mon chéri lui est fabricant de yourte et Simon est charpentier menuisier, donc on mutualise un espace pour créer un atelier avec un espace en commun et du matériel en commun. Il y aura des espaces communs sur ce lieu, le jardin, les animaux et puis nos espaces individuels, nos lieux de vie individuels. Donc là on est encore dans une phase d'évolution et de transition qui au départ, quand on regarde un petit peu en arrière, est partie du fait qu'un jour on a visité un copain qui avait une yourte et de cette petite yourte de départ, on a changé et adapté nos modes de vie et de consommation et de réflexion en essayant de trouver, et la yourte nous a permis d'adopter le changement en fait, puisqu'on n'était pas... on a accédé à la propriété avec peu de choses, elle nous permet d'être mobile, d'avoir un lieu confortable et économique. Donc, elle nous permet aussi elle nous a permis de ne pas nous endetter sur 15 ans, ce qui est quand même une sacrée opportunité aujourd'hui, de ne pas avoir à travailler tous les deux à plein temps en ayant le souci sans cesse de rapporter de l'argent à la maison. Donc de ce petit champignon en fait est né tout un changement, et aujourd'hui encore il y a des changements qui ne cessent d'évoluer. On est tout le temps dans une évolution et une remise en cause. Là encore, on vient de céder, comme on installe par exemple nos activités sur le lieu, on vient de vendre un véhicule en se disant que ce sera encore une transition et une possibilité en moins que nous offre le fait de travailler à domicile, de pouvoir passer au vélo, de pouvoir transiter vers le vélo, d'avoir plus de temps aussi sur place avec notre enfant, à faire des choses sur place. Donc en tout cas, la yourte a été un merveilleux outil et reste un merveilleux outil de changement et de transition.